Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Rickside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch à l'article de la mort. On est quand même là pour vous analyser, vous résumer les belles heures de la WWE toutes les semaines, les weekly. On est ensemble aujourd'hui pour parler du Seasons Premiere de SmackDown. Ça y est, c'est le début de la saison pour SmackDown. Lâchez les chasseurs, lâchez les canards. C'est parti. Pour m'accompagner, donc, pour analyser ce SmackDown historique, le roi de la chasse au canard, ce bon vieux papy. Comment ça va, papy? Bonjour, petits enfants, bonjour, Ringside. Mais oui, qu'est-ce que je leur mets comme coup de fusil au canard, là? Ouais, aucun lui échappe. Parce que y a trop de canards, donc il faut équilibrer la nature. Tout simplement. Monde de canard, monde de canard. C'est pas par simple cruauté que tu fais ça envers les animaux. Et puis pour les bouffer aussi, quand même. Hein. Pour les bouffer aussi, parce que rien de tel qu'un bon pivet de canard. Voilà, maintenant qu'on a fait fuir toute la tranche un peu écolo de nos auditeurs, on va passer à l'analyse de ce SmackDown. Alors, on a une semaine qui était pas terrible. Raw, c'était un petit peu mou du genou. On vous laisse découvrir ça dans notre review qui a été édité en début de semaine. Mais là, on est dans la Rolls-Royce désormais de la WWE, le vaisseau amiral. SmackDown, et ça se passe ce soir au Disused Center à Worcester dans le Massachusetts. Worcester. Voilà, Worcester. On démarre l'émission et on met les petits plats dans les grands puisque c'est Triple H qui nous accueille pour cette première de la saison, qui nous dit que parfois on sent que c'est la fin, mais là ce n'est que le début et on voit qu'il a un micro avec un petit QR code. Petit clin d'œil, hein, vous faites marcher votre téléphone et vous tombez sur un petit clic avec des petits cochons et une voix un peu qui sort d'outre-tombe qui vous demande de le laisser rentrer. Hein. Ce Karrion Kross. Ce Karrion Kross quand même. Hein. On a inventé le truc, mais quand même c'est du talent. Ah non, franchement, il a réussi à foutre son truc sur le micro Triple H, ce Karrion. Franchement, c'est... Moi, je dis bravo, monsieur. Bravo l'artiste, chapeau l'artiste. Ouais, on sait pas où ça va s'arrêter, hein, cette ascension assez incroyable. Hein. Alors qu'il est même pas encore débarqué, quoi. Mais chapeau Karrion Kross. Surprise déjà pour commencer l'émission, il y a du neuf au niveau de la table des commentateurs. Et puisque Michael Cole est désormais accompagné de Wade Barrett. Souvenez-vous, Bad News Barrett, ancien vainqueur de NXT, ancien champion intercontinental, je crois, US, roi du ring. Intercontinental, je pense. Ouais, peut-être pas US, intercontinental en tout cas. Voilà, un talent prometteur à une époque, hein, qui a été un petit peu trahi par son corps, hein, beaucoup de blessures successives, mais qui était au micro de NXT depuis un bon moment. Il a eu une petite promotion, il est désormais à SmackDown. On est plutôt content de le retrouver, non? Ouais, c'est une bonne chose, ça fait partie des gens qu'on est content de revoir, tout comme Triple H. En fait, finalement, c'est un peu sa première apparition publique depuis un bout de temps, de mémoire. Hein, donc, ça faisait du bien de le voir. Alors, j'ai trouvé qu'il n'avait pas forcément fait la meilleure promo du monde parce qu'il a fait Welcome to Fox. Et là, le public n'en avait absolument rien à foutre. Fox. Fox, ok. Quoi? Mais bon, il était obligé de faire un peu de pub pour les gens qui lui payent son chèque en fin de mois. Ouais. Tout sourire, mais déjà bien complice de l'establishment, ce Triple H. Je pense qu'il est heureux, lui. Hein. Il est arrivé où il voulait être. Hein. Ah il a savonné la planche à pas mal de gars, puis maintenant il est là. Voilà. Hop. Mais bon, on est content de le voir, Triple H, quand même. On le reverra la semaine prochaine, je crois, parce qu'il y a l'anniversaire de DX. Generation X, ça se passera Monday Night Raw, je crois. Et c'est ça, c'est la première de Monday Night Raw, donc du coup, il va faire les deux saisons premières, en fait. C'est ça. Il est partout, il y a des saisons premières, en fait, ce Triple H. C'est les saisons premières H. Mais c'est l'heure de l'arrivée de la Bloodline, c'est eux qui vont ouvrir le show. Ils arrivent au ring. Roman Reigns demande à Worcester de le reconnaître, hein, comme d'habitude. Et puis après, il y a Paul Logan qui débarque, puisqu'on vous rappelle... Logan Paul, putain, j'ai passé ma vie à l'appeler Paul Logan, ce con. Il y a une tête de crocodile Dundee, c'est pour ça. Hein. C'est ça.
Logan Paul, donc, qui débarque parce que voilà, il y a Extreme Rules qui arrive ce week-end. Donc, évidemment, il faut pusher et booker le main event de Crown Jewel. Qui est dans un mois. Qui est dans un mois, hein, puisque Roman Reigns contre Logan Paul, c'est pas pour ce week-end, c'est pour l'Arabie Saoudite. Donc, on a Logan Paul qui arrive au ring. Il rentre pas dans le ring, il reste sur le tablier. Et Paul Heyman prend le micro et il dit que Logan Paul est un peu le Mr. T ou la Cyndi Lauper de la nouvelle génération. Hein. Il est là pour attirer plus de regards sur le produit pour que tous les gens viennent tout simplement reconnaître Roman Reigns, qu'il y a encore plus de monde qui se rendent compte de l'importance de l'île de l'importance justement de Roman Reigns, l'Island of Relevancy. Il envoie des petites piques en disant que le frère de Logan Paul, Jack Paul, va se faire botter le cul par Anderson Silva prochainement. Il fait des blagues sur des personnalités qu'on connaît pas, enfin du moins que je connais pas, moi, Ben Shapiro, Jordan Peterson, Andrew Tate, s'il a des infos là-dessus. N'hésite pas. Shapiro, j'ai l'impression que c'était un espèce de... C'est pas un avocat de O.J. Simpson, je confonds peut-être. Ah, peut-être bien. Je t'avoue que j'ai pas fait mes recherches. Bref, c'est Paul Heyman dans ses œuvres. Et ensuite, Logan Paul prend le micro et je sais pas pourquoi, il demande si le chef de la tribu c'est Roman Reigns ou bien Jey Uso. Et là, il y a un face-à-face qui se fait entre Jey Uso et Logan Paul, mais il y a Roman Reigns qui se met entre. Alors le public est à fond pour la Bloodline, hein. Ils sont pas trop du côté de Logan Paul, il se fait plutôt huer. Il y a des chants pour les Usos. On a envie un petit peu qu'il se fasse botter le cul, Logan Paul. Finalement, c'est Sami Zayn qui prend le micro. Il défend Jey Uso. Il engueule Logan Paul. Il lui dit que de toute façon c'est qu'un pauvre gars une pauvre personnalité de YouTube qui veut devenir un catcheur, mais qui sera jamais canon numéro 2. Hein, c'est un parfait numéro 2, mais il restera jamais un numéro 2. Il y en a que un. Il y a que des 1, c'est nous, et lui c'est le 2. Logan Paul quitte le ring après avoir fait mine de rigoler au pic de Sami Zayn. Mais il en sort pas très grandi, hein, Logan Paul, de toute cette histoire. Et j'avoue que j'ai pas trop compris le truc avec Jey Uso. Peut-être que tu peux m'en dire plus, non? Alors malheureusement, là, sur ce coup-là, je vais pas pouvoir t'aider trop. J'ai trouvé la promo complètement à côté de la plaque, moi perso. Hein. J'ai pas trop compris. C'était le service minimum de chez minimum, et j'ai envie de dire le truc avec Jey Uso, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est complètement à côté, quoi. Ouais, et puis ça arrive là comme un cheveu sur la soupe. Alors après, je pense pas que c'est la faute de Logan Paul, parce que manifestement, c'était comme l'objectif derrière d'avoir une espèce de semi-friction entre Roman Reigns et Jey Uso qui se termine par Roman Reigns qui finalement abandonne Jey Uso en disant bon bah maintenant c'est plus mon problème, c'est le problème de Sami, c'est toi qui dois gérer Jey. Donc il y a toujours en fait le sujet principal, c'est la friction entre Jey Uso et Sami Zayn finalement. Ouais. Et Roman et surtout Logan Paul sont complètement accessoires dans l'histoire. Logan Paul, il se fait, il entre, il se fait huer. Tout le monde a envie qu'il se fasse casser la gueule, et au final, il lance une punchline moisie, puis il s'en va, quoi. Donc, il était accessoire. D'ailleurs, c'était alors, je suis pas d'accord avec Paul Heyman. Hein, il n'est pas du niveau de Cyndi Lauper comme Logan Paul. Hein, c'est de la starlette à côté. Hein, c'est clair. C'est vraiment non, pas mais terrible, Logan Paul, il faut qu'il devienne catcheur WWE, en fait. Ça sera, s'il devient catcheur WWE, ça sera le summum de sa carrière finalement. Oui. Tandis que Cyndi Lauper, elle venait apporter comment dire, du star power à WrestleMania à l'époque, mais c'était avant tout une chanteuse, quoi. Enfin, tandis que lui, c'est finalement la WWE qui va lui donner du star power à Logan Paul. Donc même s'ils ont l'air de croire qu'il est au-dessus de la WWE, enfin c'est c'est ce qu'ils disent, mais moi honnêtement, c'est pas Logan Paul, c'est pas non plus c'est pas Mr. T, hein. Mr. T, c'était une sacrée putain de star à l'époque. Tout le monde connaissait Mr. T. Tout le monde connaît pas Logan Paul, hein. Faut pas déconner. Et tout le monde connaît encore le Mr. T. Par contre, dans 30 ans, personne ne connaîtra Logan Paul. Faut arrêter les conneries. Clairement, quoi. Donc, bon. Alors que je trouve qu'il a la posture, le charisme, le physique pour être justement
un bon catcheur de WWE, quoi. Donc, c'est un peu dommage d'essayer de le faire passer pour plus gros star qu'il n'est, essayer de capitaliser à fond. Je suis même pas sûr qu'en Arabie Saoudite, ils savent qui c'est, ce gars-là. Donc, Pas sûr, non. Par contre, Mr. T, qui c'est? Ah, Mr. T. T'imagines Mr. T qui débarque en Arabie Saoudite? Il est encore en vie, Mr. T? Voilà. On espère pour lui. Il a fait un Hall of Fame avec sa mère, je sais pas quoi, là. Ah, bah voilà. Bravo, Mr. T. Une pensée pour lui. Ça, c'était de la star. Bon, en parlant de loser, on a un match entre Solo Sikoa et Ricochet. Qui commence avec Sikoa qui attaque tout de suite Ricochet alors qu'il est en train de faire ses petites cabrioles d'entrée là. Ça c'était rigolo. Donc Ricochet il réussit quand même à prendre le dessus. Il fait 2-3 jumps par-dessus la troisième corde là. Il va assez vite pour prendre l'avantage sur Solo Sikoa. Et puis après il fait une mauvaise chute depuis sur le tablier du ring là, il tombe la nuque la première. C'est pas beau à voir, il meurt et ainsi se termine cette saison première de SmackDown. Avec Ricochet emmené sur civière et des gens en pleurs, des enfants traumatisés et du sang sur le tablier du ring. Malheureusement non. Mais non, il se relève. Alors il a pas l'air bien quand même. Je pense qu'il s'est fait un petit peu mal Ricochet. Il avait l'air un petit peu à l'ouest. Mais bon, il continue à faire le match. Voilà, ça se rend coup pour coup avec Sikoa. Mais finalement, il va tenter un shooting star press de la troisième corde et il va se faire piéger par Solo Sikoa dans son urinage là. Et il ne se relèvera pas, Ricochet, il va se faire sécher. 1, 2, 3. Victoire de Solo Sikoa sur Ricochet. Encore une victoire de Solo Sikoa, décidément, qui a plutôt le vent en poupe. Dans le locker room, la Bloodline était en train de regarder le match. Sami Zayn se vante d'être le mentor de Sikoa. Et là, Jey Uso s'énerve. Ça s'engueule. Voilà, et Roman Reigns, encore une fois, laisse tomber Jey Uso et précise que c'est Sami Zayn maintenant que Jey Uso c'est le problème de Sami Zayn maintenant. Voilà, alors encore une performance de Solo Sikoa. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous l'enfoncer au fond de la gorge, Solo Sikoa, j'ai envie de dire? En tout cas, je trouve que c'est sa plus grosse performance depuis le début parce qu'il gagne, sans jeu de mots, il gagne en solo pour une fois. Alors qu'à d'habitude, il y a toujours une petite intervention à droite à gauche. Là, il est vraiment tout seul et puis tout seul, il flingue. Il flingue le pauvre Ricochet qui s'est pas clean. C'est une saloperie de défaite encore pour Ricochet. Là, franchement, pour le coup, là, il est bien foncé. Alors, je sais pas si on nous enfonce le solo. Par contre, on enfonce Ricochet un peu plus bas dans la carte là parce que. Là, c'est pas bon. Surtout pour lui, que c'est dommage parce qu'il était assez spectaculaire dans le match, Ricochet. Il y a quand même quelque chose à faire avec lui, vu ce qu'il arrive à enchaîner dans le ring quand tu laisses dérouler, quand même. Ouais, mais alors, il y a quelque chose à faire quand même pour lui, franchement. Va falloir aller chercher loin, quoi. Alors, pour le coup, on en parle un peu quand on échange sur la nouvelle WWE, etc. Ricochet, c'est un gars qui n'arrivera jamais à percer si tu le laisses juste faire ce qu'il sait faire, quoi. C'est ça. Si tu le laisses il faut dérouler, quand même lui trouver un truc. Mais dans le ring, il est quand même sacrément impressionnant. C'est un sacré match quand même qu'il mais il faut sorti là en se blessant encore. Ouais, il faut lui donner de la personnalité, il faut travailler le personnage. Je pense que si tu arrives à faire les deux, théoriquement, t'as un Rey Mysterio là quand même. Donc, et il se gêne pas pour l'utiliser chaque semaine, Ricochet, pour faire le spectacle. Mais oui, c'est vrai qu'il est là régulièrement, mais faut l'aider, quoi. Faut pas le laisser en mode c'est bon, c'est la nouvelle version, la nouvelle vision. Maintenant, on laisse les gens faire leur boulot. Ricochet, il est pas assez fort tout seul. Donc si tu l'aides pas, il percera pas. Alors que Sikoa, lui, il a tout compris. Transpire le charisme. Malgré qu'il est pas très grand, ou malgré le fait qu'il ne soit pas très grand quand on parle français. Mais non, mais quand tu parles sur Uso, ça passe. Ouais, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant pour lui, c'est qu'effectivement, il est impressionnant, alors que physiquement, il est pas plus grand que les autres, mais mais il a vraiment son passage d'enforceur, en fait. C'est-à-dire que quand il casse la gueule à peu près à tout le monde. Ouais.
falloir qu'il se crée un physique un peu plus impressionnant encore. Et c'est bien parti pour lui, alors qu'il est vachement. Son personnage est quand même assez redondant par rapport au reste de la Bloodline. Hein. Mais voilà un mec pour qui ça fonctionne bien, Solo Sikoa. Dans les vestiaires, nos amis de Hitro sont en route vers le ring. Et de retour de la pub, Sami Zayn et les Usos se trimballent dans les vestiaires. Sami Zayn essaye de s'excuser pour ce qui s'est passé juste avant, et c'est là que le New Day débarque et commence à se foutre de la gueule de Jey Uso, en soulignant que maintenant c'est Sami son boss. Et du coup, Sami Zayn les challenge pour un match. Le défi est lancé. Et on aura un peu plus tard un match 3 contre 3, Uso et Zayn contre le New Day. New Day est un invité mystère, puisque Biggie est toujours pas remis. Donc, Mais c'est ça, c'est le jeu, c'est que le New Day se trouve un partenaire. Voilà, le nouveau truc de la semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a Hitro qui débarque au ring. Hitro, alors ils sont partis pour faire un rap sûrement, mais il se passera rien puisqu'il y a 3 mecs masqués qui leur sautent dessus. Des mecs en costard avec des masques de luchador, et il y a Zelina Vega qui débarque. Nouveau look, les cheveux blonds. Elle attaque Bifab là, etc. Et elle explique qu'elle est de retour alors que les 3 acolytes masqués enlèvent leur masque. Et on découvre Legado del Fantasma, c'est-à-dire Santos Escobar, Joaquin Wilde et Cruz del Toro, il s'appelle maintenant. Oui. On dirait un nom dans les Feux de l'amour. Cruz del Toro. Et c'est Legado del Fantasma qui débarque aux ordres de Zelina Vega, au grand plaisir de Bad News Barrett, qui lui les a longtemps commentés à NXT, puisque ce clan vient directement de NXT, où ils sont restés bien trop longtemps. Mais en tout cas, ça y est, ils débarquent que dans le main roster, Legado del Fantasma. Alors, ce qui est cool, c'est qu'ils mettent une petite fessée à Hitro. C'est la plus grande qualité finalement de leur arrivée. C'est le fait qu'ils cassent la gueule à Hitro. Les Hitro, je les ai vus arriver, et franchement, j'ai déprimé. J'en avais déjà marre. Et je me suis dit, s'ils pouvaient avoir une équipe heel qui leur casse la gueule, là, mais comment ça ferait trop plaisir. Et puis alors là, d'un coup, je vois les gars masqués arriver. Et rien que pour ça, franchement, j'avais envie de leur sauter dans les bras. Bravo les gars, bien, merci, enfin. Non, alors la Legado Fantasma, alors je vais pas m'emballer. Alors moi, je vais pas emballer parce que les arrivées NXT, je reste assez circonspect jusque là. Néanmoins, la Legado del Fantasma, ça fait partie des gens que j'aimais bien à NXT. Ouais, clairement. Notamment Santos Escobar, le leader là, qui alors un petit problème de taille, malheureusement. Ouais. Et qui par contre a tout le reste, on va dire. Il a du catch, il a du bagou. Enfin, c'est quelqu'un qui est très très appréciable. Alors ils ont changé de coéquipière féminine, puisque jusque là ils avaient Electra quelque chose. Ouais, alors c'est impossible de donner son nom, mais effectivement une fille d'NXT. Voilà, et qui du coup est remplacée par Zelina Vega. Pourquoi pas, après tout, il fallait bien occuper la petite Zelina là, depuis le temps. Puis manifestement, du coup, elle va repartir en manageuse, et sincèrement, vu son in-ring, c'est vraiment pas plus mal, parce que elle a du micro, et par contre, elle sait pas du tout catcher, donc c'est pas plus mal. Là, on l'a vu, elle a essayé de faire un Hurricane Rana là, sur Bifab, et c'était affreux, quoi, parce que déjà, elle sait pas le faire, et Bifab ne sait pas non plus le vendre, donc du coup, c'était dégueulasse. Ouais. Mais bon, ça fait plaisir, on va dire double petit plaisir en voyant la Legado del Fantasma, et surtout Hitro se faire casser la gueule. C'était un bon petit moment de SmackDown. Ouais. Le petit cassage de gueule de Hitro, ça fait plaisir. C'est très bien pour faire intervenir des Legado del Fantasma qui vont avoir du mal à se faire huer, à mon avis. Surtout s'ils tapent sur Hitro, quoi. Voilà, surtout s'ils tapent sur Hitro. J'ai quand même peur de voir des matchs Zelina Vega Bifab. J'espère qu'on va éviter ça quand même, mais je pense qu'on pourra pas l'éviter. Bon, après, voilà, Legado del Fantasma, Santos Escobar, c'est El Hiro del Fantasma, je crois qu'il s'appelait. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que c'est Legado del Fantasma. Voilà, c'est ça.
qui a une grosse carrière au Mexique quand même, qui était un main eventer là-bas. Il est passé à la Lucha Underground aussi. Je vais plus me souvenir de son nom à la Lucha Underground. Mais bon, il y était. Merde, je l'ai perdu aussi, tiens. Ouais. C'est pas Mil. Non, c'est pas Mil Muertes, c'était l'autre, le chasseur là. Je sais plus. Alors, c'est embêtant. Mais bon, il a aussi bossé à Impact. Il a main eventé quand même Triple Mania, l'espèce de WrestleMania mexicain de la AAA. C'est un grand nom du catch mexicain qui a végété un petit peu longtemps à NXT avec son clan composé de Joaquim Wild, qui a aussi une grosse carrière à la TNA, lui. Oui. C'était DJ-Z. Juste pour le leader, là, c'est pas King Cuerno? King Cuerno, voilà. Exactement. Ouais. King Cuerno. Voilà, donc DJ-Z et Cruz del Toro. Donc lui, ça fait un bon moment qu'il est à NXT. Il avait participé au premier Cruiserweight Championship, où il avait fait belle impression, et ça fait lui aussi, ça fait au moins une dizaine d'années qu'il est à NXT, quelque chose comme ça. Oui, lui, ça faisait partie des gars d'NXT qui avaient un petit peu de mal à se démarquer des autres, quoi. Ouais, on est un peu dans la même histoire que Giovanni Vinci, hein. C'est la même promotion, les deux, et ils étaient tous les deux aussi impressionnants dans le ring. Il a toujours fait du bon boulot, lui, hein, donc il a bien mérité sa place dans le main event. Voilà, donc c'est vraiment ces trois bonnes mains, hein, ces trois très bons catcheurs. Il y a moyen d'avoir du spectacle avec ces trois-là, à voir s'ils arrivent à construire des histoires derrière qui ont un peu plus loin que des guerres de clans, ce à quoi ils étaient réduits un petit peu à NXT sur la dernière année. Oui. Mais ça risque de partir dans ce truc-là, hein, parce qu'apparemment on a quand même pas mal de clans qui se construisent, mine de rien, entre les Blocking Brutes, les Imperium, New Day, Uso, tout ça. C'est vrai qu'il y a... On va partir en guerre rangée, à mon avis. Hein. C'est ça, c'est les petites périodes avec beaucoup de monde, un peu. C'est un peu une mode finalement, pour le coup, importé, que l'AEW avait mis vraiment en grande forme, et que il semble quand même avoir inspiré pas mal Triple H pour NXT, puis maintenant pour le main roster. Ouais. Bon, on verra ce que ça donne. C'est vrai qu'il a pris quelques notes de Dynamite. Alors, de mon avis, il n'y a pas grand-chose à retirer de ce qui a été fait à Dynamite. Mais il l'a fait quand même. Mais il l'a fait quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il nous fait des matchs plus longs et on part sur des guerres de clans. Voilà. Donc, et tout le monde est au même niveau. Que tu sois un low carder ou un main eventer, tu as le droit à 15 minutes. C'est ça. Tout le monde est au même niveau. On attend maintenant les bagarres backstage, hein, entre personnes qui ont le melon, comme on dit. Vivement ça. Vivement. Hein. Une vidéo un peu cryptique nous est diffusée avec un X. On creuse des trous, voilà, il se passe plein de trucs. C'est très dark. Il y a des mots dans toutes les langues. Et on nous dit que demain, il se passera quelque chose. Il y a un lapin blanc, quand même. Il y a un lapin blanc. Voilà, on ne s'y trompe pas. Hein, c'est le retour de Karrion Kross sûrement demain. Extreme Rules en plus. Extreme Rules en plus, ouais. C'est un peu le pay-per-view qui lui convient, quoi. Ça transpire le Karrion Kross, Extreme Rules. De toute façon, l'histoire de Karrion Kross est intimement liée à Extreme Rules. Donc, c'est ça. Je pense que c'est vraiment le moment pour le faire revenir. Là, après, c'est je ne sais pas combien d'années d'absence. Hein. Ouais. C'était tellement, en plus, étonnant que le fait qu'il soit fait licencier avec tout le merch qu'il vendait et tout ça. Les ceintures en cuir et tout, là. Ouais. Ça va être une belle revanche pour Karrion Kross. Allez, bon retour, mon gars. On le dit. Spoiler, on le dit d'avance, spoiler, ouais. Alors, je sais que vous aimez pas qu'on spoil les trucs, mais bon, des fois, quand on est sûr de nous, on se le permet, quoi. Raquel Rodriguez et Chozzy débarquent en ring en tank et affrontent Sonya Deville et Xia Li. 2 minutes 16 d'un match exemplaire qui voit la victoire des gentils. Hein, Rodriguez met sa Texana bombe sur Sonya Deville. Franchement, je vais te dire un truc. Je vais pas m'appesantir 3 heures là-dessus. Mais néanmoins, moi, ça me dérange pas, ce match-là.
Ils ont fait très peu de temps. C'est que des filles de SmackDown. Il y a une nouvelle équipe qui se met en place et qui gagne. Et ben voilà, je trouve que le boulot est fait. Ouais, c'est vrai. Plus en tout cas que le vidéo package qui nous récapitule Liv Morgan contre Ronda Rousey. Hein. Les deux ne sont pas déplacés cette semaine. Feignasse. Elles doivent être en train de répéter leur match pour pas se blesser. Et ben bon courage. Drew McIntyre et Karrion Kross, le face-à-face. Ils arrivent au ring. Du moins, Karrion Kross arrive au ring. Et il est attaqué dans le dos par Drew McIntyre. Ça se fout sur la gueule. Il y a la sécurité qui débarque, qui les sépare. Et là, il y a Karrion Kross qui en profite. Et il va taper un petit peu sur McIntyre. Il l'attache avec la lanière de cuir et il le fouette avec la lanière de cuir. Ah là là, Karrion Kross et le cuir, hein, ça restera quand même toute une histoire. Tous les deux ensemble, c'est beau. Voilà, Drew McIntyre qui se fait un peu dominer par Karrion Kross sur ce segment. Qu'est-ce que... Il y a la loi du... Comment on appelle ça ? Du booking inversé. Voilà, exactement. Ce qui tendrait à une victoire de McIntyre quand même. Ben alors, est-ce que le Karrion Kross a vraiment dominé de McIntyre ? Parce que quand on voit l'arrivée de McIntyre qui va surplomber en fait Karrion Kross, là franchement, le Karrion Kross il a fait tout petit et puis il est tout gracieux, il a un petit body là pour essayer de maintenir un peu les bourrelets. Donc il m'a semblé être un petit low-carder là, tu sais les anciens là qui sont les brawlers là, comment il s'appelait là le brawler qui faisait que de la low-card. Ah mince, je parle de ça d'il y a 30 ans. Enfin bref, tous ces low-carders là qui savent faire que des petits coups de poing, que des petits coups de ça. Ah, le Brooklyn Brawler. Brooklyn Brawler. Voilà, il y avait un peu ce petit style-là dans Karrion Kross. Tu vois, quand tu le voyais dominé par la puissance, la musculature de Drew McIntyre. Et puis là, je me suis dit, oula, mon gars, je pense que tu vas te faire rétamer ta gueule. Ouais. Il a visé trop haut, hein, Karrion Kross. On l'a dit, on l'a répété. C'est super casse-gueule ce qu'ils ont fait quand même de l'envoyer direct dans le main event, surtout face à McIntyre. Physiquement, il le domine sur tous les points, quoi. Donc, s'il voulait en faire un mec super impressionnant, Karrion Kross, c'est râpé parce que là, c'est McIntyre qui prend le dessus. Et honnêtement, on le voit pas perdre. Hein. Donc, il y a encore du chemin à parcourir pour Karrion Kross. Là, franchement, s'il s'en sort à Extreme Rules, je serai le premier surpris. Ouais. On vous fera les pronos un peu plus tard dans l'émission pour Extreme Rules. Mais bon, on a déjà spoilé une défaite de Karrion Kross. Hein. Une mystérieuse vignette, encore une fois. Ils ont plus que ça maintenant, des vignettes mystérieuses. Avec un viking de dos, là, qui a des cornes et tout. On nous dit que le Valhalla nous attend. Sûrement le retour de Karrion Kross, je pense. Karrion Kross, avec Scarlett, hein, parce qu'il y a une voix féminine aussi qui s'est mis à parler. Donc, je pense qu'il y aura un duo Scarlett-Karrion Kross qui va revenir avec des cornes. C'est ça. Ça va être chouette. Hein. Ça va être chouette. Les Viking Raiders et Logan Paul. Comment elle s'appelle, leur femme Sarah Logan. Sarah Logan. Sarah Paul Logan Paul. Oh là là. Logan Paul, merde. Oh là là, putain, Crocodile Dundee Viking. On s'en sort plus. Et peut-être Sarah Logan, certainement Sarah Logan d'ailleurs, une copine de Liv en plus. Ouais. Et puis alors par contre, je ne sais plus c'est lequel des deux qui est blessé de Viking Raiders parce que j'ai l'impression que là il n'y en avait qu'un seul sur la vignette et je me demande si c'est comme il y avait blessure, est-ce que ça serait pas un des deux qui reviendra en solo du coup? Ah bah ouais, c'est pas impossible. T'as peut-être mis le doigt dessus. À voir. On verra. Là, c'est un truc que personne n'attendait, hein, cette vignette sur les. Et que personne n'attend. Et que personne n'attend d'ailleurs. C'est vrai qu'on en a absolument rien à foutre. Mais on est obligé de vous parler de tout. Voilà. Et, notamment du match qui suit. Donc le New Day qui débarque au ring. Les Usos. Qui est le partenaire mystère des New Day ? Eh ben, je vous le donne en ville. C'est Braun Strowman, le monstre parmi les monstres, le monstre de tous les monstres.
qui débarque au ring pour aider, pour faire partie du match avec le New Day. Et évidemment, quand tu as Strowman dans ton équipe, tu as peu de chances de perdre. Donc, Braun Strowman et le New Day battent les Usos en 10 minutes 30 d'un match spectaculaire quand même, punchy. Puis qui tourne toujours autour de la bisbille entre Sami Zayn et Jey Uso. Voilà, qui cause la défaite finalement. C'est ça, puisque Jey et Sami s'engueulent aux abords du ring. Ils se font défoncer par Strowman, hein, évidemment. Ils vont se défoncer à la table des commentateurs, etc. Pendant que Jimmy se fait piéger par Woods et Kingston pour la victoire. Voilà. Et Jey Uso qui en se faisant éjecter par Strowman est à 2 doigts de péter les jambes de Michael Cole. J'ai eu très peur pour Michael Cole quand j'ai vu le catcheur de 100 kilos lui sauter dessus. Je fais hop. Ah, ils savent atterrir, ils sont entraînés pour ça. Ils savent faire. Après, hein, les risques du métier. Plus ils font des matchs spectaculaires et violents en weekly, comme ils ont tendance à le faire en ce moment, plus tu risques d'avoir des blessés, hein, effectivement. Et là encore, c'est pas passé loin cette semaine. Hein, on a failli casser les jambes de Michael Cole, Ricochet a failli se tuer. Il y a du risque pris. Voilà. Et puis juste pour finir là-dessus, moi je reste dans mon idée que avec la durée de règne des Usos qui s'avance, ils vont finir par retomber sur les New Day quand ils vont approcher vraiment de la limite, vu que c'est les New Day qui ont actuellement le règne le plus long de l'histoire. Moi je trouve que ça serait une belle histoire finalement que la dernière équipe qui puisse briser la tentative de record des Usos, ça soit les New Day. Ça me semblerait vraiment logique. Et puis, quelque part, ça permettrait de raconter une histoire intéressante, je trouve. Ouais. C'est soit ça, soit foutre deux gros stars solo en tag pour les faire perdre. Mais ouais, moi, je suis assez partant pour les New Day qui font tomber les Usos juste avant qu'ils puissent battre leur record. Parce qu'ils en ont pas vraiment besoin, les Usos. Hein, franchement, ils n'en ont pas besoin. Franchement, non. Et puis la Bloodline en elle-même, on n'en a pas besoin parce que Roman Reigns a déjà explosé tous les records. Et moi, je trouverais ça sympa. Enfin, les Usos et les New Day, c'est un peu ces deux équipes qui ont marqué la dernière décennie. Si à la limite, les Usos pouvaient arriver juste derrière, comme ça, on aurait les deux équipes à peu près au même niveau. Moi, je croirais que ça serait une bonne fin pour cette histoire-là. Ouais, d'ailleurs, je trouve que le New Day, il n'a pas sa place là actuellement dans le roster qu'il devrait avoir. Hein. Ils sont là, ils font un peu les bouches-trous chaque semaine. Et puis un peu pareil comme Braun Strowman, hein, moi aussi, je commence tout doucement à grincer des dents. Effectivement, il n'y a rien de sérieux pour lui pour l'instant. Là, il vient en backup. Je suppose quand même qu'il va être en ligne de mire pour Braun Strowman après Logan Paul. Oui, il va perdre contre Roman Reigns aussi, certainement. Ouais, c'est pas impossible. Après, il est encore super populaire, hein, Braun Strowman, donc je me fais pas plus de mouron pour lui. Dans les backstage, scandale des scandales, Max Dupree attaque les Maximum Male Model avec une chaise carrément, qu'il est complètement fou. Il y a Maxine qui essaye de l'arrêter. L'appelle Max, qu'est-ce que tu fais? Il l'arrête, il lui dit non, c'est Max, c'est pas mon nom, je suis Ellen Knight. Et les gens étaient contents. Je suis pas sûr que c'est popétant que ça, si. La sono était contente. La sono était contente, ouais, visiblement. Donc voilà, c'est fini de Max Dupree, c'est le retour de Ellen Knight qui tape les Maximum Male Model avec une chaise. Alors super, bravo le babyface, quoi. Je sais pas si ça démarre sur les meilleurs auspices quand même, hein, cette arrivée d'Ellen Knight. J'aime bien, hein, franchement, le catcheur, je l'aime bien. Ellen Knight me dérangeait pas tant que ça, mais je reste persuadé qu'il aurait mieux marché avec Max Dupree qu'avec Ellen Knight. En plus, c'est complètement con parce qu'il dit c'est pas mon nom Max Dupree, alors qu'il parle à sa sœur Maxine Dupree. Donc s'ils sont frères et sœurs, il doit bien savoir qui est le vrai nom de qui, quoi. Je ne sais pas. Voilà, il est complètement fou. Voilà. C'est peut-être un schizo. Hein. Peut-être un schizo et peut-être que dans 2 semaines, il va revenir sur Max Dupree. On ne sait pas.
Moi, ce que je suis content quand même, mine de rien, tu vois, au début, j'avais craint le pire quand j'ai vu Maxime Dupuis arriver. Au final, bah, elle va permettre peut-être de maintenir les maximum male models. Ouais. Là où, puisque l'autre va voler de ses propres ailes avec son LA Knight. Et rendez-vous dans un an. On verra qui sera encore là régulièrement à SmackDown. Ouais. Par contre, timing de merde pour une saison de première de faire ce segment-là à ce moment-là. Hein. Parce que les gens, admettons qu'il y ait des gens qui soient branchés à l'émission pour la saison de première, ils vont rien comprendre à l'histoire. Hein. Non, Qui sait, je dis rien. Ouais, c'est fait partie des mauvais tics j'ai envie de dire Triple H, hein, de penser que tout le monde connaît par cœur NXT, quoi. Clairement. Voilà, bon bah on croise les doigts pour la suite de la carrière d'LA Knight et on espère surtout revoir les Maximum Male Models assez rapidement à SmackDown. Hein. Surtout. Lâchez pas, les gars, lâchez pas. Et ben c'est l'heure du main event. Le championnat intercontinental est défendu par Gunther contre Sheamus. C'est le match revanche chez Gunther Sheamus numéro 2 après leur performance à Clash at the Castle. En Angleterre. Donc on se souvient que Gunther avait conservé le titre face à Sheamus. Sheamus s'était incliné après un très très gros match, très très stiff, à base de gros atémis et de gros kicks dans la face. C'est un peu la même rengaine aujourd'hui. C'est Sheamus qui prend quand même le dessus sur Gunther pendant un bon moment. Ça tabasse, voilà, c'est encore des gros coups. Il y a un white noise depuis le coin du ring pour un compte de 2 sur Gunther. Gunther qui va réussir à faire une power bomb sur Sheamus pour le compte de 2. On s'en sort plus. Personne ne veut lâcher. Les deux sont increvables. Et de retour de la pub, Gunther est en contrôle de Sheamus, mais ça suffit pas à prendre le dessus. Donc finalement, il y a les clans qui débarquent. D'un côté, les Imperium, de l'autre, les Brawling Brutes. Ça se fout sur la gueule un peu partout à l'extérieur du ring. Jusqu'à ce que l'arbitre soit un peu perturbé et que les petits gars d'Imperium en profitent pour filer le Shillelagh, la matraque de Sheamus à Gunther, le Shillelagh. Et Gunther va utiliser le Shillelagh dans une clothesline dévastatrice sur notre ami Sheamus. Sheamus ne s'en relèvera pas. 1, 2, 3. Victoire de Gunther qui conserve le titre, alors que ça continue à se foutre sur la gueule entre les Brawling Brutes et les Imperium. Victoire sans saveur, j'ai envie de dire, de Gunther. À quoi ça a servi ce match revanche, honnêtement, hormis proposer du beau catch. Qu'est-ce que t'en as pensé? Puis construire un peu l'histoire de Gunther, qui pour l'instant... il est pas très over, Gunther. Bah non, il est pas encore over, donc c'est pour ça tu le mets contre Sheamus et tu répètes les contre Sheamus et puis tu te dis qu'à un moment il va finir par marquer les esprits, quoi. Là, on peut dire qu'on a le droit à un bel arbitrage de merde pendant le match, puisque avant de louper le coup de Shillelagh, elle avait aussi loupé. Alors je sais pas. Elle l'a pas vraiment loupé, mais il y a eu une cloverleaf de comment ça s'appelle de Sheamus sur Gunther et Gunther tape sous les yeux de l'arbitre, puis attrape la corde et l'arbitre dit bah non c'est bon, il attrape la corde, il a pas tapé. Non mais elle était juste au-dessus là. Donc et donc Sheamus, alors c'est marrant parce qu'en fait je sais pas comment ça devait être joué cette partie-là, parce que Sheamus montre bien qu'il a entendu taper, tu vois. Donc le fait que Gunther tape était prévu, quoi. Alors, est-ce que c'est l'arbitre qui était mal positionné, qui du coup ne devait pas voir le fait de taper, et qui du coup elle l'a vu, je sais pas dire. Mais c'était bizarre en fait, c'était bizarrement montré. Là, t'as vraiment l'impression que qu'elle est nulle, quoi. Ah oui, c'est sous son nez, qui tape et qu'elle. C'est ça, quoi. C'est comme au foot que t'as un but qui est hors jeu de 3 mètres et que l'arbitre qui est soufflé, puis qu'il valide quand même. Là, c'est un peu pareil, quoi. Gunther a tapé sous les yeux de l'arbitre et l'arbitre a laissé le match se terminer. Donc, Sheamus ressort très fort quand même, parce qu'il faut quand même
il s'est relevé à chaque fois de tous les coups, tous les finishes qu'il a reçus de Gunther. Malheureusement, il gagne pas. Alors, je dis malheureusement, mais d'autre côté, Sheamus, il est plus là pour aider les jeunes que pour vraiment se construire une carrière avec des titres maintenant. Néanmoins, ça me ferait comme plaisir qu'il prenne la ceinture. Ça, je trouve qu'il est tellement over, ça me ferait vraiment plaisir. Hein. Moi, je pense que ça aurait été le bon move pour que la rivalité soit vraiment intéressante et pour mettre over plus Gunther qui serait parti à la chasse au titre, quoi. Voilà, qu'il aurait peut-être pu le regagner dans un mois ou même pas. Ouais, voilà, hein, pour que finalement il réussisse à le regagner, mais avec une victoire vraiment éclatante et pas une victoire en contre-pied du public comme il y a eu à Clash at the Castle, qui a refroidi le public, quoi, ou une victoire comme ce soir qui servait à rien du tout, en fait. Hein. Voilà, et là, en fait, t'as l'impression qu'ils essaient de le garder invincible, et je suis pas sûr que ce soit le bon move, parce que Gunther, c'est pas le gars que tu as envie de garder invincible, parce que tu te dis, il est plus fort. Enfin, tu vois, tu es dans un SmackDown avec des Drew McIntyre, des Roman Reigns. Il fait vraiment pas partie de cette catégorie-là, Gunther, en fait. Et donc, du coup, moi, je me dis, ça serait pas. Il prendrait une défaite, ce serait pas la mort, quoi. Donc, en plus, là, il est fort grâce à son clan aussi. C'est pas un mec solo, tu vois. C'est pas un monstre type, ou même Rousseff, où tu faisais invincible parce que il était tout seul. Là, Gunther, il est fort parce qu'il y a son clan. Donc, s'il perd en solo, il n'y a pas mort d'homme, il va gagner plus tard. Bon, c'est un choix de laisser Gunther champion. Espérons que ces diverses confrontations avec Sheamus, dont celle qui arrive avec Extreme Rules, puissent l'aider à finalement marquer le cœur des gens. Ouais, c'est ça. Parce que Gunther, tu pouvais en faire un gros monstre à NXT UK ou dans l'Indie, parce qu'il avait effectivement un physique plus imposant que les petits catcheurs que tu avais, les petits gabarits qu'il y avait par là-bas, mais dans le main roster, il n'est pas plus impressionnant que ça au final. Alors ouais, il met des gros atémis, ça claque, c'est des matchs stiff, mais après, au-dessus, t'as une paire de mecs qui ont des physiques beaucoup plus impressionnants que lui. C'est le même problème excuse-moi, c'est le même problème que Karrion Kross, hein. Sauf que Gunther, au moins, c'est catché. C'est déjà quand même un avantage. Donc, ouais, il va falloir trouver quand même un petit truc pour que vraiment il devienne over et qu'il y ait cette connexion avec le public américain qui est pas encore comparable à ce qu'il peut avoir en Europe, hein, Gunther. Mais bon, Triple H a l'air de croire en lui, donc il va continuer. Après, ce sera les questions en fin d'année quand on reviendra sur le début de règne de Triple H à la WWE. Est-ce que le fait de s'accrocher comme ça et de donner autant de temps à des trucs qui visiblement ne fonctionnent pas plus que ça auprès du public, est-ce que c'est le bon move en opposition au traitement que faisait Vince McMahon, où dès que c'était un petit peu mou du genou, et il tirait un trait sur tout, il mettait tout aux toilettes. Il y a deux façons de gérer le truc. Ouais, c'est ça. Il faut le temps nous permettra de voir si Triple H a eu raison d'insister. Je pense que sur certains cas, il aurait eu raison d'insister. Sur d'autres, je reste bien plus mesuré. C'est ça. On verra. Pas de formule scientifique dans le catch, hein, pour savoir qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher. En tout cas, voilà, c'est le main event de ce soir, le genre de main event que je pense qu'on n'aurait pas eu avec Vince McMahon, hein, une défense du titre intercontinental comme ça en main event entre Sheamus et Gunther. Oh, attends, franchement, le petit Vince, il faisait souvent des défenses intercontinentales la veille des pay-per-view. Hein. Faut pas non plus. Ouais. J'aurais vu en opener peut-être plutôt qu'en main event. Peut-être en opener, peut-être. Main event, on n'aurait peut-être pas forcément eu un truc terrible, hein, mais je pense pas que ça serait un truc qui aurait tourné autour du titre intercontinental, dont le seul lien avec le premium live event de ce week-end, c'est un match 3 contre 3, quoi. Ouais. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour de ce SmackDown. On va faire le mot de la fin. C'est l'heure du mot de la fin, plutôt top flop note. Vas-y. À toi l'honneur. Vas-y, t'en es deux, donc si c'est pas toi, c'est moi. Bah oui. Alors c'est vrai que là ta conclusion me fait repenser que c'était un go home show et que finalement on l'a pas tant senti que ça, parce que c'était un go home show season première, SmackDown, il y avait un peu de tout, et du coup il a pas fait forcément le boulot de go home show, ce truc là, même si tu finis avec un peu tout le monde qui se fout sur la gueule. Ça reste léger, effectivement, comme tu dis, c'est le titre intercontinental qui était surtout mis en avant.
Au niveau du flop, qu'est-ce que je vais pouvoir donner comme flop? Je vais pas le donner à Elena, c'est comme trop anecdotique pour lui donner. Qu'est-ce qu'il y a eu qui était pas passionnant? On peut donner à l'arbitre du Oui, voilà, l'arbitre du main event, tu as raison. Tu fais bien de m'aider là-dessus. L'arbitre du main event qui aurait été passablement mauvais, et qui du coup, nous gâche un petit peu ce main event. Le top, disons, j'ai pas d'idée aujourd'hui. Bah ouais, mais il y avait rien qui était transcendant. Hein. Ouais, c'est ça. Il y avait vraiment rien qui. Je sais pas s'il y a quelque chose qui mérite un top là-dedans. Qui sortait du lot. Je vais le donner à. Bon, l'arrivée de Legado del Fantasma. Alors, plus que l'arrivée de Legado del Fantasma, Aitro qui se fait casser la gueule. Voilà. Là, franchement, là, j'étais à 2 doigts de me lever de mon canapé, tellement j'étais heureux de voir. C'est vrai que ça a fait plaisir quand même. Surtout qu'ils l'ont bien foutu, quoi. Hein, c'était des beaux kicks dans la face depuis le coin du ring, là. Ah, ils ont pris cher, là. Ah là là. Et puis, tu sais, je tremblais d'excitation quand j'ai vu ça, quoi. Je fais, ça y est, enfin, on est débarrassé. Ah oui, le beatdown des Aitro, là, merci. Hein. Quand le gros top dollar il tombe sur le cul, là, c'est pas mal. Voilà, il a pris plein la gueule, le gros top dollar, là, avec sa casquette à 2 balles, là. Bien fait pour sa tronche. Et du coup, ma note, alors c'est compliqué parce que ça se regardait comme ce SmackDown, j'ai trouvé. Je l'ai pas trouvé trop long ni rien. Il y a eu pas des matchs sympas, tout ça. Il y a eu des segments marquants. Moi, j'aurais pu aussi donner le top à Drew McIntyre qui domine physiquement tellement que je trouve ça vraiment impressionnant. Mais néanmoins, en tant que Go Home Show, est-ce qu'il m'a donné envie de voir Extreme Rules? Pas vraiment. Donc, je vais me contenter d'un 2,75 pour un show qui était pas mal, mais n'aura pas fait le boulot. Ouais. Et ça n'a pas fait trop le boulot de saison de première non plus. Hein. Moi, je vais mettre 2,5. Je trouve que c'était moyen. Il n'y avait rien de désastreux, mais rien d'enthousiasmant. Effectivement, on n'est pas plus hypé que ça. Pas plus qu'avant, du moins, pour le Premium Live Event. Je vais donner mon flop à l'absence honteuse de la championne Liv Morgan et de Ronda Rousey, voilà, hein, qui ne viennent même pas se déplacer pour promouvoir leur match de ce week-end. Et je vais donner mon top à l'absence de Liv Morgan et Ronda Rousey. Qui du coup nous épargner. Parce que du coup, comme ça, on se les a pas tapés cette semaine, c'était plutôt pas mal. Et juste une petite parenthèse, j'ai l'impression, si je dis pas de bêtises, la veille de Clash at the Castle, elles étaient aussi absentes. Ouais, moi je pense qu'elles répètent. Elles doivent répéter le match à 200% à mon avis. Et surtout essayer de pas se blesser parce que si c'est un match sans disqualification, il doit y avoir quelques spots assez dangereux. Et on sait qu'elles aiment bien répéter les filles quand même hein, à l'avance. Ça se sent souvent dans leurs prestations, hein, surtout sur des matchs à stipu. Hein. Ouais. Voilà, on va passer aux pronos. Hein les pronos. Les pronos. Alors, donc, premier match de bas de carte, là, je vois par rapport à ce que j'ai sous les yeux. Ce serait un 6-man tag team match, good old fashioned Donnybrook match. Donc, un match sans disqualification, sûrement qui se passera dans des décors rigolos. Hein, peut-être dans un bar ou un truc comme ça. Entre les Irlandais de Brawling Brutes et Imperium. Donc, Sheamus, Butch et Ridge Holland contre Gunther, Marcel Bartel et Giovanni Vinci. Non. C'est pas Marcel Bartel maintenant, il s'appelle Kaiser. Ludwig Kaiser. Il change tout le temps de nom, cela là. Ça va aller aussi. Ludwig Kaiser donc et Giovanni Vinci. C'est Giovanni Vinci, hein, c'est comme ça. Hein. Oui, c'est son nouveau nom. Alors, qui va gagner ce Donnybrook match? Donnybrook. Moi du coup, franchement, vu que Sheamus se fait à chaque fois voler, je pense que là, vu qu'il n'y a pas de ceinture en jeu, c'est comme l'occasion de donner une victoire à son clan. Ouais. Donc, du coup, moi je vais voter Imperium. Voilà, tout à fait. Oui, non, je vais suivre ton analyse. Il faut quand même qu'il gagne à un moment donné, hein, Sheamus.
et compagnie. Puis c'est en leur honneur le nom du match. Bon, ça veut pas dire charrette. Hein. Souvent, les mecs qui amènent une stipu, ils se font battre dessus. Allez, on va donner la victoire à Sheamus et compagnie. Yeah. Un strap match ensuite. C'est le match du Sparadrap. Drew McIntyre contre Karrion Kross, accompagné de Scarlett. Je pense qu'on a donné à peu près tous nos arguments pour expliquer à quel point c'était un match entre un main eventer versus un low carder. Donc je vais voter sans aucun doute pour Karrion Kross. Ouais, pareil. Belle victoire de Karrion Kross en perspective. Voilà. Alors, c'est un match trap match, c'est un match de la lanière en cuir. Hein. Les deux sont attachés par le panier à la lanière. Ensuite, un I Quit match, tiens. Parce qu'on vous rappelle qu'à Extreme Rules, il y a à chaque fois une stipu pour chaque match. Les gens se sont assez plaints chaque année qu'il n'y avait pas assez de stipu. Alors cette fois, ils en ont mis partout. On va voir si c'est écœurant ou si ça fonctionne. I Quit match, Edge contre Finn Balor. Alors l'histoire, c'est que Edge a créé le clan de Finn Balor, le Judgment Day. Le Judgment Day s'est retourné contre lui quand Finn Balor a intégré le groupe. Et maintenant, Edge veut sa vengeance. Même s'il s'est déjà vengé une fois, il veut toujours se venger. Il s'est encore fait attaquer il n'y a pas longtemps, ils ont failli le tuer, lui casser la nuque. Mais là, il revient plus mécontent que jamais. Et il dit qu'il est fou. Il dit que rien ne pourra le faire abandonner. Rien ne pourra lui dire I quit. Toutes les sévices qu'on pourra lui faire supporter. Mais il a parlé de sa famille. Il a parlé de la Glamazone. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Ouais, non, mais c'est ce match-là, finalement, il n'est pas si simple que ça, je trouve. Parce que clairement, le face, normalement, il quit jamais. C'est vrai. Néanmoins, ces couillons de Judgment Day, ils ont quand même perdu tout ce qu'ils pouvaient perdre en pay-per-view. Je suis pas sûr qu'ils aient gagné ce match. Ils ont épuisé la jauge de défaite. Hein. Ils ne peuvent pas perdre plus que ce qu'ils ont perdu. Voilà. Et du coup, un mec comme Edge, Actor Studio Edge, qui dit qu'il va jamais abandonner, je le vois bien faire un comme Jey Uso, c'est-à-dire devoir abandonner, non pas par rapport à sa propre crainte physique, mais par rapport à la crainte physique sur quelqu'un d'autre. Donc, toi, tu penses Beth, c'est pas bête. Moi, je pensais plus à éventuellement Rey Mysterio, qui, de toute façon, forcément, à un moment ou à un autre, va venir foutre la merde dans le match par rapport à son fils. Peut-être qu'il va vouloir arrêter, puis que du coup, je sais pas si tu te souviens, on avait aussi un segment il y a très longtemps, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, mais avec Cena qui avait accepté d'abandonner parce qu'il voyait que Edge était menacé par Seth Rollins. C'était, je crois, à l'époque pour remettre en place The Authority. Et tu vois, je vois bien un truc du genre où tu as en fait le jeu. Rey Mysterio qui viendra un peu essayer de raisonner son fils ou je sais pas quoi, puis ça se retourne contre lui, et du coup tu as le Judgment Day qui menace en fait de buter Rey Mysterio ou du moins le blesser gravement, et du coup Edge qui abandonnerait dans ces circonstances là, et ce qui poussera un peu plus le rôle de Rey Mysterio le loser, parce que c'est un peu ça qu'on nous raconte là depuis quelques semaines, comme c'est que avec son fils, il n'arrive plus du tout à le gérer. Puis à chaque fois, ça fout la merde partout. Ça fait perdre Edge, ça fait perdre AJ Styles. Donc tout le monde commence à en vouloir à Rey qui fait que conneries sur conneries avec son fils. Donc je me dis que peut-être ça serait ça la porte de sortie pour le Judgment Day. Bon voilà. Donc avec tout ça pris en considération, je vais voter pour Edge. Ouais, bah oui, évidemment. Ouais, je vois pas comment le Judgment Day peut perdre à 6 contre 1 là, sur un match comme ça. Peut-être que ce sera le match aussi qui signera le retour de Karrion Kross. Oui, qui deviendrait le leader de Judgment Day. Hein. C'est vrai, parce qu'en plus le Judgment Day est tombé dans un espèce de croix, et croix Jésus, Judgment Day. Ça peut être une piste. Hein. Parce on est sûr que c'est Karrion Kross qui revient, mais on ne sait pas encore de quelle manière. On ne sait pas encore dans quel match. Ouais, voilà. Ouais, donc moi je vais donner Judgment Day gagnant. Hein. Comme tu dis, c'est sûrement parce que quelqu'un d'autre sera mis en danger que Edge sera obligé de dire la phrase fatidique I quit. I quit, ça rythme avec Fight Pit.
Oh, pas mal. Hein, et on aura Seth freaking Rollins contre Matt Riddle dans un fight pit. Donc c'est une gimmick qui a été traînée à NXT dans 2 matchs avec le regretté Timothy Thatcher. Donc c'est une espèce de cage qui est comme un trou. Mais je pense pas qu'ils vont pouvoir creuser quelque chose dans le. Enfin, ça paraît bizarre cette histoire. On verra bien comment ça se présente physiquement. Ouais, c'est un peu comme une piscine en dehors du sol en fait. Finalement. Ouais, c'est ça. Un peu comme un ring, quoi. Qu'une cage autour. Non, parce qu'il n'y a pas de corde. C'est ça la spécificité du fight pit. Et puis il y a des espèces de plateformes et tout. Ouais, au-dessus. Tu peux te balader tout autour en fait. Ouais. On verra ce que ça donne. Matt Riddle donc contre Seth freaking Rollins. Daniel Cormier est l'arbitre. À mon avis, ça servira à rien, Daniel Cormier. De toute façon, sa vidéo servait déjà à rien. Ouais. Donc, je pense qu'il a pas de charisme, il a rien, le pauvre. Qu'il aille casser des gueules, hein. C'était ce qu'il savait faire. Bon, moi je vais mettre ma pièce sur Riddle, je pense, parce que il est sur son terrain de prédilection. Il a déjà perdu plusieurs fois contre Rollins. Il est peut-être temps qu'il passe une petite victoire, je pense. Puis il est perdu contre Timothy Thatcher aussi dans son fight. Ouais, c'est vrai, il a toujours perdu sur ces trucs-là, je crois. Non, parce que c'est Timothy Thatcher qui en a fait 2, je crois. Et un contre lui, et puis un contre Ciampa. D'accord. J'en ai vu aucun, donc j'en suis foutre rien de ce qui peut se passer. Non, je pense que quand même qu'il faut que Matt Riddle il ait une victoire quand même à un moment donné. Ouais, mais si Rollins c'est quand même la star, je sais pas. Ouais, en fait, la logique là-dedans, alors effectivement, Riddle mérite une victoire. Le fight pit, ouais. Alors moi, j'ai beaucoup de. Je me demande vraiment à quoi ça ressemblait visuellement, parce que Ouais, c'est ça. On sait pas trop les règles et tout ce truc-là. Ouais, je l'ai pas vu récemment, mais de mon souvenir, c'était un truc qui était très très peu visuel, notamment pour les gens dans le public. Ouais. Donc je crains ça date de la sale époque du Covid. Du Covid, ouais, hein, du comment on appelait ça, la Thunderdome. Voilà, donc quand t'es juste avec des gens à la télé, pourquoi pas. Dans une salle, on verra. Voilà, je vais pas. Ça semble la fausse bonne idée quand même. Mais... Voilà, c'est ça. J'ai un gros doute là-dessus. Et sinon, en fait, Riddle prendra bien une victoire. Rollins, je pense que de toute façon, son programme, il va bouger de tout au tout. Et moi, je vois bien prendre le titre US dès lundi à Bobby Lashley. Ouais. Donc du coup, je pense que ça va se terminer cette histoire-là, puis que justement pour être arrivé un peu sous le radar lundi face à Lashley, ça serait bien qu'il vienne d'une défaite. Donc du coup, c'est pour ça que je vais voter pour Seth Rollins. Évidemment. Allez, moi ma piécette sur Matt Riddle. Une petite victoire pour le blondinet. Il y a encore du boulot pour être au niveau de Seth Rollins. Seth Rollins qui, à mon avis, effectivement, va prendre les commandes de Monday Night Raw dans les semaines qui viennent, hein, quand même. Ouais, ça se sent. Ça se sent. Bon, et après, il faut qu'on passe aux 2 matchs qui restent. J'ai mal calculé mon coup, c'est les 2 matchs féminins. Ah merde, qu'est-ce que t'as foutu, mec? Ah ouais, j'ai pris dans le sens qu'ils me l'ont donné. Alors, l'Euro Women's Championship, c'était un match de l'échelle entre Bianca Belair et Bayley. Ouais, on a vu on va dire, booking inversé. Ouais, on a vu. Bayley était 2 sur une échelle avec la ceinture dans les mains. La théorie Money in the Bank, la théorie de tous les matchs à l'échelle, quand tu montes à l'échelle la veille d'un pay-per-view, c'est jamais bon pour ta gueule. Donc, je vais voter Bayley. Voilà, victoire de Bayley, évidemment. Pour Papy, ouais, je t'ensemble dans ça suivre le booking inversé aussi. J'ai l'impression que il y a un autre projet, Bianca Belair, que de toute façon, c'était pas l'histoire qu'il voulait raconter au départ, puisque normalement, on partait sur Rhea Ripley. Ouais, il n'est pas impossible que Rhea Ripley, tout doucement, commence à être apte à catcher, donc autant la renvoyer contre Bianca Belair. Et puis Bayley, ils l'enverront bien à SmackDown, hein, je pense, à un moment donné ou à un autre. Même si je pense que dans l'absolu, il faudrait mieux donner la ceinture à Bayley, parce que Bianca Belair, elle a fait son temps, hein, quand même. Ouais. Elle est gentille, beaucoup de talent dans le ring, mais. Ben là, puis en plus, j'ai l'impression que pour le coup, c'est pas du tout un projet Triple H et il a absolument pas la moindre idée de comment lui donner à manger. Ouais, exactement. De toute façon, il y a beaucoup trop de catch féminin. Il serait temps de calmer le jeu un petit peu, hein, les enfants. Mais bon, on doit encore s'en farcir. Un main event, c'est Liv Morgan contre Ronda Rousey.
Alors, j'ai rien compris de toute façon à cette rivalité où on sait pas qui est la gentille, qui est la méchante. Cette semaine, ça nous a pas aidé. Gentils, hein, ouais, à mon avis, c'est 2 gentils. Elles vont se faire des bisous à la fin. Moi, franchement, je reste sur mon idée que ils vont rajouter Charlotte dans le match. À l'arrache. À la dernière minute. À la dernière minute pour sauver un peu le truc parce que sinon ça n'aura aucun sens. Ah, putain, de toute façon, s'ils mettent ça en main event, ça va puer du cul. Hein. Bah, mais je vois pas comment les deux peuvent finir avec juste elles deux en fait. Alors, soit une intervention, soit Charlotte qui. Enfin, il va se passer un truc. Je pense qu'en fait, l'histoire, en tout cas, que dans mon esprit, c'est que Ronda ne peut pas gagner parce qu'elle a un espèce de mode anti-héros qui, du coup, a tout qui se construit contre elle. Et qui marche bien avec le public en plus. Elle arrive enfin à réveiller le public après avoir fait un retour complètement flopette. Là, le public accroche à elle. Tu peux la mettre contre Natalia au Québec, tu peux la mettre au Canada plutôt. Tu peux la mettre contre Liv Morgan, Liv Forever, je sais pas quoi, la super babyface. C'est quand même Ronda qui a les acclamations du public. Et donc, du coup, je pense qu'elle est en train d'arriver un peu en mode Becky Lynch, finalement, en mode seule contre l'establishment. Elle a eu tout un passage où elle se faisait suspendre, arrêter, etc. Donc, je vois bien Ronda seule contre tous et du coup qui ne prendrait pas la ceinture parce que justement ils vont lui faire un coup en traître. Soit Lee va se faire aider, soit quelqu'un va changer les règles du jeu. Ouais. Genre Adam Pearce, on ne voit plus depuis quelques semaines, à moins qu'il ait été viré, hein, le pauvre Adam. Donc voilà, donc moi je vois vraiment pas Ronda Rousey repartir avec la ceinture, donc je vais voter pour elle. Évidemment. Ronda. On l'a déjà vu reprendre la ceinture dans des petits pay-per-view comme ça. Hein. Ronda Rousey, c'est déjà arrivé. Liv Morgan, ça fait un moment qu'elle est championne quand même. Elle a eu 2 victoires sur Ronda, ça fait déjà beaucoup. Je serais quand même tenté de donner la victoire à Ronda et après de la faire partir sur autre chose. Surtout que c'est un peu pareil. On voit bien que cette semaine, genre, elle n'était même pas présente pour le seasons première, donc je pense qu'ils ont pas plus d'idées que ça de ce qui va se passer. Je pense qu'ils ont que du truc sur le long terme, avec éventuellement un match contre Becky à WrestleMania ou quelque chose comme ça. Il y a Charlotte qui doit revenir. Je vois pas l'intérêt. Non, elles vont pas revenir. Ouais, je sais pas ce qui se passe avec elle. Je sais pas, je vois pas l'intérêt de laisser la ceinture à Liv Morgan encore. Non, je pense que Ronda elle va récupérer la ceinture comme elle est déjà fait dans des pay-per-view pour arriver championne à Survivor Series. Ou à Clash at the Arabie Saoudite. Clash at the Arabie Saoudite et machin. Donc voilà, donc je vais donner sans trop de conviction ma piécette sur Ronda. Très bien. Alors toi, moi je répète, je serais très étonné que ça se finisse avec L2 seulement. Alors là, ouais, si ça se trouve, ça se terminera pas. Si ça termine en main event, c'est délicat. Franchement, elle est pas terrible quand même la carte, hein, dans l'absolu. Mais tu as raison. En regardant la carte, je me suis dit, je suis incapable de dire le main event. Ouais. Parce que je sais pas. Soit ils vont jouer la carte. Ça peut être Edge Finn Balor, parce que Edge est le. Sachant que vu l'annonce du lapin blanc, je sais pas quoi, ça a comme tendance à te dire qu'ils vont peut-être le garder pour le main event. Ouais, ça va voler la vedette. De là à ce que le lapin blanc, ce soit Ronda Rousey, non. Ronda ou non, comment elle s'appelle, Alexa Bliss. C'est quoi, j'y ai pensé. Ouais. Alors ça ferait mal aussi. Si jamais on nous annonce Bianca versus Bayley en main event. Ouais. C'est qu'on est c'est qu'on s'est fait rouler la gueule et que c'est Alexa Bliss qui revient. Et c'est Alexa Bliss qui revient après des années non plus aussi à ne plus être là. Ouais, c'est vrai. Aïe. Non, honnêtement, c'est la première fois que je le sens aussi mal, un pay-per-view, depuis l'avènement, depuis même le début de l'année, depuis l'avènement de Triple H, quoi. Ouais, après, il y a beaucoup de trucs casse-gueule. Hein. Le Drew McIntyre Karrion Cross, c'est casse-gueule. Edge contre Finn Balor, c'est pas propre non plus. Le Riddle Rollins, c'est et Brawling Brune, ça me période, il sert à rien.
Mais encore une fois, jusque-là, il s'en est sorti à chaque fois sur. Alors, Ouais. je parle vraiment uniquement des PEL, là. Mmh. Mais autant le weekly, j'ai PLE, de quoi. grosses réserves, autant excuse-moi, les Mmh. PLE, ça marche. Je trouve que pour l'instant, il a à chaque fois évité les pièges. Donc, Mmh. voilà. Oui, on juge sur pièce. Mais voilà, j'avoue que c'est la première fois que je vais vraiment en reculons au pay-per-view, là. Ouais. S'il y arrive, là, on pourra dire qu'il tient quelque chose sur les Ouais, PLE. ouais, c'est qui sait y faire. Donc là, c'est un sacré challenge pour Triple H parce que quand même, avoir en main event un des 2 matchs féminins là, c'est chaud et il n'y a rien. Alors, ouais, peut-être que c'est le lapin blanc qui sera le sauveur de la soirée. Ouais, peut-être qu'il est arrivé au premier match et puis qu'après, c'est réglé. Il sera là tout le temps. Il va dire ah, je te défie toi. Puis clac. Il vient aux commentaires comme ça, et puis Voilà. En il fait, met c'est au juste un vert les autres. commentateur Il dit, vedette. oh, quel Ah, c'est catcheur Pat magnifique! McAfee. C'est Pat Pat McAfee, McAfee le qui lapin revient. blanc. Mais oui, il bondit partout, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, non, mais les gens ont tellement pleuré pour avoir aussi un pay-per-view avec beaucoup de stipus. Bah là, il y a que ça. Moi, je suis pas sûr que c'est la bonne formule, hein. Bah, Mais moi, j'aime bien les stipus, franchement. J'aime bien les stipus. Alors, peut-être pas en mettre partout, je suis pas sûr. Par contre, ils ont voulu faire en plus des stipus originales, quoi. Le strap match, le fight pit. Franchement, un bon table match où il y ouais. a rien avec des tables, quoi, les gars. Ouais, Ou ouais, juste des matchs Extreme Rules en disant, bah, là-bas, c'est Extreme Rules sur tous les matchs, et puis j'en fais 2-3 avec des stipus un peu en dehors d'Extreme Rules. Tu vois, tu pourrais dire juste, Ouais, ouais, bah oui. 2 DQ partout. Voilà, c'est Mm. tout. Bon, Ouais, c'est pas ouais. le cas. C'est pas le cas. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Bah, comme je dis, moi, perso, j'y vais à reculons, mais la WWE nous a tellement surpris si souvent que ce serait pas étonnant que j'en ressorte complètement satisfait, hein. Espérons. Espérons. On croise les doigts. Alors, c'est le samedi soir, hein, cette fois-ci, Extreme Rules, pas le dimanche. Oui. Alors, vers 2h du matin, non? Ça doit être ça. Ah, mais c'est très bien, les samedis soirs, c'est comme bien pour regarder ça tranquillou le dimanche matin sous la couette. Ouais, C'est quand même exactement. agréable. Ouais, c'est bien plus agréable que de se taper ça le lundi, pardon, quand on rentre du boulot, hein. Voilà. Après, en plus, être resté un peu trop longtemps à regarder Au petit-déj, pour regarder le début. voilà, ou le soir pour regarder le pré-show, hein. Il n'y a rien annoncé pour le pré-show, hein, à ma connaissance. Même pas de Virman, quoi. Peut-être une Virman qui va débarquer. Il est reparti à NXT, lui. Je sais pas si tu C'est sais. vrai? Ah non, je sais pas. Il est reparti à NXT. On va pas le pleurer, hein. Bon. Même pas de Braun Strowman, hein, pour ce PLE. Il manque quelques grosses stars, hein. Bref, bon, voilà, on a fait le tour. Alors, on vous rappelle qu'on est sur toutes les bonnes plateformes de podcast, hein. Comme j'ai déjà dit, ne nous cherchez pas sur les mauvaises, on n'y est pas. Si on y est, c'est indépendant de notre volonté. Erreur. C'est une erreur. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le signaler. On est sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche pour être averti dès qu'il y a quelque chose qui sort. Vous pouvez nous écouter partout comme ça, sous la douche, hein, dans la vaisselle, etc., etc. Vous pouvez commenter, vous pouvez partager, vous pouvez venir aussi sur Discord discuter avec nous. L'invitation est dans la description. On est sur Twitter, c'est @catchupcdc, Facebook et Instagram. Mon bon papy, merci beaucoup d'être venu. Ben, merci à toi, Ringside, d'avoir fait cette animation pour un Go Home Show, première saison, machin chouette, pronostic. Là, c'était du costaud, c'était du gratiné pour une review de SmackDown. Ouais, surtout que j'étais en petite forme, hein. Et j'oublie le plus important. Les pronos, le concours de pronos. Ah bah oui. Ah voilà, bah vous allez dans la description, vous aurez un lien pour vous emmener sur notre grand concours de pronos, hein. On va évidemment couronner un roll-up champion pour celui qui fera le meilleur score concernant ce Premium Live Event. Et puis évidemment l'Undisputed Champion, hein, qui sera couronné à WrestleMania, hein, quand on aura fait le tour de tous les pay-per-view. Tout à fait. On vous sortira le classement la semaine prochaine, après vous avoir fait la review de Extreme Rules. Ouais, après, Voilà. on va pas se cacher, on va être franc avec vous.
le temps que vous entendiez ce message, vous aurez les pronos seront certainement clos. Oui. Mais bon, tant pis pour votre gueule, fallait le faire avant. Il fallait le faire avant, hein, fallait nous suivre. C'est pas nouveau non plus, catch-up. Hein, ça fait des années qu'on fait ça. Voilà, vous avez jusque ce soir minuit, c'est ça 11h 23h, je crois, de mémoire. 23h. Ce soir, 23h, c'est dit, c'est sérieux. Hein, on prend pas les choses par-dessus la jambe. Voilà, venez sur notre Discord ou suivez le petit lien qui est dans la description ou sur Twitter pour donner vos pronos et devenir le champion de catch-up avant qu'on vous fasse tomber ou qu'on vous disqualifie pour de sombres raisons. Voilà. Papy, merci vraiment pour être venu. Mais merci de ta venue. J'ai plus les mots dans l'ordre. Encore merci à toi. Voilà. On se remercie tout le temps. On est tout le temps là. C'est ça. beau. On aime les remerciements. Voilà, c'est ça. Merci à vous, public. Merci à vous et on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. Et on se dit à très bientôt pour la review de Extreme Rules 2022 de la WWE. À bientôt les amis. Ciao, ciao. Salut à tous. J'en peux plus d'attendre Karrion Cross, moi. Bah non, mais et puis qu'il y ait de gimmick, quoi, parce que du coup, le lapin blanc, c'est-à-dire quoi, qui va revenir en slibard avec une petite avec des petites oreilles comme ça. Des petites oreilles et une petite queue en touffu là, on verra. J'espère bien.